lancé. Voilà, l'enregistrement est lancé. Eh ben, merci de nous avoir rejoints cet après-midi. Donc, c'est le deuxième webinaire du programme sur l'innovation managériale et l'organisation responsable des offices de tourisme. Côté 73 vous propose donc tout au long de l'année 2023. Donc, après le recrutement par les compétences qu'on a eu au mois de mars, donc là, je vous rappelle que le replay du webinaire est disponible, eh bien, on aborde cette fois la question des attentes des jeunes face à l'emploi et face au tourisme. Alors, bien sûr, il n'y a pas un type de jeunes, on le sait tous, mais néanmoins, il y a quelques tendances sociétales qui se dégagent et qui sont assez nettes. Alors, je ne sais pas si ces jeunes d'aujourd'hui sont plus déroutants qu'on l'était nous par rapport à nos parents, à nos différentes générations. Mais en tout cas, il y a des vrais changements et je pense qu'il vaut mieux les intégrer. D'abord, pouvoir mieux recruter et ensuite mieux intégrer aussi les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi dans nos équipes. Je dirais pas fidéliser parce que ça, je crois que c'est un mode qui est passé pour l'instant. Mais on va être, je pense, sur des choses très intéressantes cet après-midi avec Sylvie Rossi que je laisserai se présenter et Nathan qui est étudiant en master. Donc, je vais laisser Rick de Bruyère, président d'OT73, démarrer ce webinaire. Et ensuite, on laissera la parole à Sylvie pour enchaîner. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Dominique. Eh bien, écoute, oui, on ne va pas perdre de temps. Donc, à mon tour de remercier Sylvie Rossi. On se connaît un petit peu parce qu'on fréquente, on fréquente au moins la même organisation, puisqu'on est tous les deux au conseil d'administration de l'ART Aura. Donc, ça fait très plaisir de vous accueillir à l'occasion de ce webinaire. Et du reste, on en avait parlé lors de notre dernière rencontre, si je me souviens bien. Et puis, merci aussi à ce jeune étudiant, Nathan Meyer, qui va nous donner son éclairage du point de vue d'un étudiant, donc futur candidat à l'embauche, et qui sera un petit peu comme ça le témoin de cette nouvelle, entre guillemets, culture qui semble apparaître. Alors, Dominique l'a rappelé, ce webinaire a été lancé, fait partie d'un cycle qu'on avait souhaité en début d'exercice dans les feuilles de route des différents intervenants de la fédération. Tu as rappelé le titre, Innovation managériale et organisation responsable des offices du tourisme. Je pense que c'est un thème absolument essentiel et on entend beaucoup parler de ça. Je pense que ce n'est pas Sylvie qui nous contredira à ce sujet. Le premier webinaire avait pour thème « Si on cassait les codes », ça commençait fort, et c'est Rémi Counil qui, outre le fait qu'il est administrateur chez nous administrateur de la Fédération nationale, il est aussi, surtout, le directeur général de la Grande Plagne et il est intervenu de manière extrêmement pertinente. Deux webinaires, là encore, Dominique l'a rappelé tout à l'heure, vont poursuivre ce cycle, qui s'inscrit parfaitement dans nos missions d'OT73, qui sont dédiées à la professionnalisation des structures et des équipes, en sachant effectivement que chacun de ces webinaires donne lieu à une proposition de formation derrière, qui est comme ça permet d'être cohérent et de construire des outils à partir des éléments de réflexion qu'on a au cours de ces webinaires. Alors, bon, quelles sont aujourd'hui les attentes des jeunes face à l'emploi? C'est ce dont on va débattre pendant 1h30, en sachant que, d'ores et déjà, me semble-t-il, si je peux me permettre un avis en début de séance qui peut être parfaitement contredit, infirmé ou confirmé, chacun est évidemment libre. Pour moi, on est au début, je ne sais pas s'il faut oser le mot, révolution, je ne sais pas, sur bien des points, et notamment en ce qui concerne aujourd'hui le champ sociétal, avec un vrai bouleversement sur les codes du travail en général, notamment ses valeurs, son organisation, son attractivité, et puis de l'emploi en particulier. Et moi, l'ancien, je ne veux mettre personne avec moi, ça ne serait pas forcément très agréable. Je peux vous dire qu'effectivement, les choses ont changé. Les choses ont changé. Mon approche personnelle de l'emploi et de l'embauche et du parcours professionnel ne me semble plus très up-to-date, si vous m'accordez cet anglicisme. Parce que moi aussi, j'ai des enfants d'un certain jeune âge et je vois bien qu'on n'aborde pas ces choses-là de la même manière. Alors, foin des vieilles recettes, effectivement, je pense au CDI notamment. Oui, à l'époque, moi, la dernière fois que j'ai embauché, j'avais promis à un salarié de lui passer rapidement au CDI. Il m'a pas ri au nez, mais il m'a clairement expliqué que ce n'était vraiment pas son problème. Et foin aussi d'expériences liées à des situations, parce que ces situations, elles sont révolues. Donc, l'expérience de papy ou de mamie, c'est bien sympathique, mais malheureusement, toute ma vie me prouve qu'en l'occurrence, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Là encore, je ne sais pas si vous serez d'accord et vous le confirmerez ou l'infirmerez. Personnellement, moi, je reste convaincu que le recours à notre expérience n'est plus guère opérationnel puisqu'elle est trop liée, effectivement, à un passé désormais révolu.
D'où l'intérêt d'experts et de témoins qui, grâce à leur écoute des attentes du milieu concerné et à sa connaissance de ce milieu, grâce à votre capacité d'analyse, fruit d'une expertise méthodologique et de votre créativité, je crois surtout à ce mot, créativité, des pistes pourront ainsi être tracées, apportant sans doute des éléments de solution hors des lieux communs, trop souvent entendus et inappropriés. Alors notamment, ben oui, les jeunes ne veulent plus bosser, on le sait, hein, ils ne veulent plus bosser, ils n'ont plus le goût de l'effort. Moi, j'ai entendu ça aussi à une certaine époque. Je sais, honnêtement, je vois exactement le contraire. Je vois surtout le fait que nous, on n'est pas capable de communiquer intelligemment et dans la même culture. Les jeunes sont aussi les jeunes sont trop assistés maintenant, chacun le sait. Hein, il y a des rentes de situation qui se font, paraît-il, je ne sais pas où. Mais... Enfin voilà, bref. Il y a donc tout un tas de lieux communs. Manifestement, on est d'accord pour dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas opérationnels. Reste à effectivement donner des clés, reste à avancer dans ce domaine parce qu'il va bien falloir continuer à faire des offres, il va continuer à falloir embaucher pour le coup, il va continuer à falloir travailler dans ce domaine. Donc, écoutez, on va laisser la parole, si vous êtes d'accord, aux experts. Hein. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Dominique soulignait tout à l'heure qu'on aurait pu être plus nombreux, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il se passe, l'actualité est importante. En plus, c'est vrai que les sites touristiques, ils ont une grosse aussi activité. Donc, voilà, mais ça n'empêche pas qu'ils auront le replay, bien évidemment. Voilà, écoutez, merci à vous tous d'être présents. Et puis, feu, allons-y. Très bien. Alors, écoutez… Ah, pardon, Dominique. Non, je dis, on vous laisse la parole, Sylvie. Ah, très bien, alors. Bien, alors, il nous reste, avec Nathan, à vous remercier de nous avoir conviés donc aujourd'hui. On espère être à la hauteur, en fait, des attentes de notre public. Et avec beaucoup d'humilité et de modestie, on va vous faire partager, en fait, une espèce de panorama sur les jeunes face à l'emploi dans le secteur du tourisme. Donc, on va faire un focus quand même sur notre secteur, le secteur d'activité qui est commun à toutes les personnes qui sont présentes. Vous verrez que nos analyses en fait reposent quand même sur d'abord des fondements théoriques, bibliographiques que vous retrouverez en fait dans la présentation, que je mettrai à disposition sans aucun problème de Dominique et qui pourra la transférer. On n'aura pas le temps en fait de discuter de toutes les références qui figurent en bibliographie. Je vous invite, il y a un lien vers une petite vidéo, il y a quelques lectures. Je sais qu'on a tous des agendas extrêmement contraints, mais quand vous avez 5 minutes comme ça de disponible, je vous engage à aller ouvrir en fait les documents que j'ai annexés en bibliographie. Évidemment, dans la présentation que nous allons faire, on va mettre le focus en fait sur 2 études. La première a été réalisée en partenariat avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, donc le pôle montagne inventive que Dominique connaît bien. Alors, cette étude avait été réalisée à ma demande, justement sur les jeunes, en fait. Alors, les jeunes avec des prismes d'entrée qui pouvaient être assez différents, d'abord comme futurs salariés ou apprenants du secteur d'activité, mais aussi comme clients, parce que n'oublions pas que ces jeunes dont on va parler, en fait, ce ne sont pas seulement nos salariés ou futurs salariés, mais c'est aussi ceux-là qui viennent visiter en fait nos destinations touristiques. Voilà. Et la deuxième étude, en fait, qui est en cours, donc c'est là que je donnerai la parole à Nathan tout à l'heure. Nathan se présentera beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Il est étudiant et il réalise en fait son mémoire de master sur les jeunes et en particulier sur cette problématique de la saisonnalité. Ensuite, si les sujets vraiment vous intéressent, sachez que le campus que j'anime, j'y reviendrai là tout de suite après pour vous expliquer un petit peu ce que je fais, travaille également avec l'Université Lyon 2 et que nous avons depuis 5 ans des travaux de recherche en cours sur l'évolution des modalités managériales, plus précisément dans l'univers des cuisines. Voilà. Donc, je pourrais en dire un mot pour ceux que ça intéresse éventuellement en fin de webinaire, mais l'objet du webinaire n'était pas de faire un focus sur la cuisine en particulier. Voilà. Alors, moi, je suis Sylvie Rossi, je pilote un campus des métiers et des qualifications en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce campus est un label, en fait, qui est porté par le lycée Savoie-Léman, qui est le lycée hôtelier de Thonon-les-Bains, et qui fédère, en fait, tous les établissements de formation qui ont un lien avec le tourisme et ou l'hôtellerie sur le territoire de l'Académie de Grenoble, ce qui représente, en gros, on va dire, une bonne vingtaine d'établissements, dont maintenant 2 universités, l'université à laquelle appartient Nathan,
et l'université Grenoble-Alpes avec les laboratoires qui se trouvent plutôt au sud de l'académie, c'est-à-dire en Ardèche. Le rayonnement du campus dépasse les frontières de l'académie de Grenoble pour s'inscrire plutôt en cohérence avec la stratégie touristique régionale. D'où ma fonction et le fait que nous nous connaissions avec Eric à travers l'Agence régionale du tourisme, puisqu'on m'a demandé au sein de cette agence de réfléchir aux questions d'emploi et de compétences. Voilà, pour faire simple. Je vais peut-être laisser Nathan se présenter et puis après, on déclinera. Bien, merci Madame Rossier. Donc, bonjour à tous. Alors moi, j'ai un parcours totalement en hôtellerie-restauration. Donc, j'ai commencé par un bac technologique en hôtellerie-restauration. Donc moi, en fait, j'habite en Alsace de base. Donc, j'ai commencé au lycée Stork en Alsace pendant 3 ans. Ensuite, j'ai continué avec un BTS, toujours en hôtellerie-restauration, je me suis spécialisé en option hébergement. Puis, je suis parti découvrir la Haute-Savoie, où je suis parti à Thonon-les-Bains pendant 1 année en licence professionnelle, donc au lycée hôtelier, où j'ai pu voir beaucoup de choses, apprendre beaucoup sur comment ouvrir un établissement hôtelier. Et puis, comme Sylvie le disait, j'ai continué du coup en master à l'université Savoie-Mont-Blanc, où je suis actuellement en première année de master, où j'ai fait un master en management international de l'hôtellerie, ce qui me permet du coup là, en ce 2e semestre, d'être à l'étranger en Allemagne, à Heilbronn, où du coup je continue mon master, donc sauf en langue allemand et anglais. Voilà. Très bien. Alors, on va démarrer. Donc, on est venu ici aujourd'hui pour parler des jeunes. Donc, je vais demander, j'ai un petit souci, moi, technique de partage d'écran. Donc, c'est Nathan qui va s'en charger pour moi et puis qui fera rouler les diapositives. Voilà. Alors, on va passer tout de suite à cette diapo. Les jeunes, en fait, point d'interrogation. Alors, je crois que c'est Dominique qui le disait ou Eric, je ne sais plus. Vous pouvez passer la diapo suivante, Nathan. Les jeunes, en fait, évidemment, ne constituent pas du tout une catégorie homogène. Hein. On peut difficilement parler des jeunes comme ça, de manière comme si c'était un bloc, en fait, hein, avec des caractéristiques bien particulières. Néanmoins, on constate aujourd'hui, comme l'indiquait Eric, une fracture générationnelle, en fait, qui pose quelques… Alors, si ça ne posait pas de problème, je pense qu'on ne s'interrogerait même pas sur cette question-là. La problématique est que ça pose question maintenant lors du recrutement et de l'intégration dans les entreprises. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, bon, pour savoir vraiment de quoi on va parler, en gros, alors pour les gens, alors je ne connais pas l'âge des gens qui sont autour de cette table. Pour ce qui me concerne, on est plutôt de la génération X. Hein, pour certains, peut-être des boomers. Hein. Donc, je vous ai mis quelques schémas. Les références de ces schémas figurent dans la bibliographie en fin de webinaire, donc vous les retrouverez sans aucun problème avec ce que je vous ai indiqué. Voilà. Excusez-moi Sylvie, je précise juste que la présentation aussi sera à votre disposition je pense mardi, parce que je n'aurai pas le temps de le mettre en ligne aujourd'hui, mais dès la semaine prochaine. Voilà. Super. Donc nous, on va s'intéresser plutôt aux générations qui suivent. Alors, la génération née après 2010, pour l'instant, nous concerne pas directement. Moi, elle me concerne un peu dans le cadre de ma mission de conseil à l'orientation, parce que là, on est plutôt sur des niveaux collégiens. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de la connaître, mais on a peu d'informations encore sur cette génération-là. Donc, les deux qui vont nous intéresser, c'est les deux catégories qui sont au-dessus, ce qu'on appelle les milléniaux ou les millennials et la génération Z. Millennials, c'est génération Y, hein, c'est la même chose. Voilà, vous pouvez y aller, Nathan. Ce que je vous propose, je décline rapidement, puis après, comme ça, si vous avez des questions, c'est plus sympa que ce soit interactif si vous avez des interrogations. Alors voilà, je vous ai fait 2 petits schémas un peu récapitulatifs, en fait, qui sont les marqueurs un petit peu de ces 2 générations. Alors, il faut dire les choses, les boomers, en fait, sont nés dans un contexte, on va dire, de société, un contexte économique qui était très favorable, avec beaucoup d'indicateurs positifs. Les choses se sont un petit peu gâtées au moment de l'arrivée de la génération X, voilà, à laquelle moi j'appartiens, enfin pour ma part, et les choses se sont gâtées encore un peu plus à l'arrivée donc de cette génération Y derrière, et puis la génération Z venant, vous allez voir, pas forcément en cohérence avec la génération Y, mais parfois au contraire en opposition. J'y reviendrai sur un tableau que j'ai construit tout de suite après. Bon, ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est des générations durant lesquelles il y a eu
un certain nombre d'événements qui, j'allais dire, macroéconomiques, microéconomiques, technologiques. Je reviendrai sur cet aspect aussi d'influence de la technologie, qui a fait que très certainement, ça a imbibé en fait, de manière très très forte en fait, les jeunes de ces générations-là, qui sont les jeunes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Enfin, confrontés n'est peut-être pas le mot que je devrais utiliser, mais en tout cas, les jeunes avec lesquels nous devons composer dans l'entreprise. La génération Y étant la génération qui arrive aujourd'hui sur vraiment le marché de l'emploi et que nous devons recruter dans les structures en fait, qui sont les nôtres. Voilà, alors vous avez un certain nombre d'événements, des événements qui ne sont pas forcément à caractère extrêmement positif, comme ça peut être le cas pour les boomers. On voit pas mal de choses qui bougent sur le plan crise au sujet du terrorisme, crise économique, la crise des subprimes en 2008. Ensuite, évidemment, nos années de crise Covid qui n'ont rien arrangé à la situation, plus un espèce de contexte aussi où on parle beaucoup aujourd'hui de catastrophes naturelles. On sent qu'on est à la croisée des chemins, qu'on est dans une période de transition. Je mettrai un S à transition écologique, sociétale, enfin tout ce qu'on veut, qui fait que on est peut-être un peu sur des sables mouvants en fait. On est moins sur quelque chose de stable, voilà. Et du coup, ça génère des frustrations, des questionnements qui ne sont pas forcément du coup ceux que nous pouvions avoir sur les générations passées. Mais bon, je vais y revenir de manière un petit peu plus précise après. Bon, sur la génération Z, on retrouve un peu les mêmes choses, on est sur la fin, mais alors là, on retrouve pareil, le terrorisme, la crise économique, et puis surtout, bien sûr, les enjeux climatiques et sanitaires qui sont aujourd'hui de plus en plus prégnants dans toutes les réflexions et dans toutes les têtes. Voilà, alors j'ai décliné, vous allez voir maintenant, quelques explicatifs en fait, qui permettent de mieux comprendre comment fonctionnent donc, ces jeunes, avec les facteurs sociétaux pour commencer. Alors voilà, j'ai écrit quand même un petit peu, je sais que sur les diapositives, c'est pas bon de trop écrire, mais comme j'avais envie qu'ensuite vous puissiez garder une trace avec des choses qui sont un peu compréhensibles, je me suis permis d'écrire un petit peu, voilà. Alors, la génération Y, pourquoi Y, donc digital native? Parce qu'elle est née avec le digital, donc elle est née avec Internet, elle n'a pas connu en fait la société que potentiellement nous avons pu connaître avant où il n'y avait pas tout ça, ce qui induit une perception en fait du rôle de l'information et de la connaissance à travers l'horizontalité de l'information. On n'attend pas que l'information descende, puisqu'en fait, elle est accessible de manière relativement simple. Alors, je ne dis pas qu'elle est bonne, l'information, je ne dis pas qu'elle est pertinente, mais en tout cas, elle est là, quoi. On peut aller la chercher. Alors, moi, ce qui m'a surtout marqué dans cette génération aussi, c'est que historiquement, les générations sur le plan de la structure familiale vivaient proches, parfois vivaient d'ailleurs ensemble, et du coup, il y avait au sein de la cellule familiale des débats en fait qui pouvaient constituer des sources de réflexion et de remise en question. C'est-à-dire que quand on était jeune et qu'on émettait une opinion, on avait parfois quelqu'un de la génération d'avant, voire de la génération encore d'avant, quelquefois c'était les grands-parents qui disaient « Ah bon, mais comment peux-tu penser cela ?» etc. Et du coup, même si le jeune au départ n'était pas d'accord avec ce qui était dit par les plus vieux, quelque part, ça l'amenait à… Oui, il se disait, bon, peut-être à réfléchir un peu à ce qu'il venait de dire ou à ce qu'il pensait. Il se trouve qu'à partir de cette génération-là, on assiste à une espèce de désagrégation en fait, de la cellule familiale avec… alors, on ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, mais des gens qui vont partir géographiquement, qui vont s'excentrer. On est souvent nous-mêmes personnellement témoins de ça, avec des enfants qui vont s'installer assez loin géographiquement, avec des grands-parents qui ne vivent plus au sein de la cellule familiale, avec beaucoup de familles monoparentales, donc une cellule familiale en fait qui est extrêmement resserrée, qui devient un petit peu plus étriquée, un peu plus et par conséquent moins propice aux échanges, aux débats, aux oppositions intergénérationnelles. Donc du coup, qu'est-ce que fait cette génération-là? Faute d'avoir de la contradiction dans la cellule familiale, elle va chercher à débattre et à échanger, et évidemment la facilité d'aller débattre et échanger plutôt avec des pairs, donc des gens qui sont de la même génération, d'où l'émergence beaucoup de
des blogs, on le verra, on parlera tout à l'heure des influenceurs. Les influenceurs, souvent, ce n'est pas tellement chez des influenceurs dits un peu professionnels qu'on va chercher l'échange, on va le chercher plutôt auprès de gens comme nous, qui nous ressemblent. Donc, du coup, ça a pour effet de produire moins d'échanges, moins de débats, moins de contradictions. Par conséquent, on en est venu à dire que cette génération-là était un peu la génération des enfants rois, beaucoup plus individualiste, puisque personne ne vient leur dire qu'ils ont tort sur un certain nombre de choses, en tout cas dans la cellule familiale. Et du coup, ça a quelles conséquences? C'est que le débat, en fait, la contradiction, elle s'est transférée dans la sphère professionnelle, d'où, évidemment, des potentiels conflits auxquels on peut assister aujourd'hui entre des gens qui travaillent dans l'entreprise depuis déjà pas mal d'années, et puis ces nouveaux qui arrivent et qui ne sont pas d'accord et qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord, etc. Donc, on peut le déplorer, on peut trouver que c'est plutôt bien, mais en tout cas, c'est la conséquence en fait d'un transfert de débat entre la sphère personnelle et familiale vers plutôt la sphère professionnelle. Voilà, de manière générale, ce qu'on dit de cette génération, c'est qu'elle aime plutôt voyager, s'expatrier. Ça, on le doit, Nathan en est un exemple typique. Erasmus a permis un certain nombre de mobilités qui n'étaient pas du tout envisageables avant. Et du coup, maintenant, les jeunes se saisissent en fait de ces possibilités de mobilité et vont voir ailleurs ce qui s'y passe et ce qui est plutôt, en un sens, plutôt positif. Voilà, globalement, le rôle du collectif est important. Donc alors, le rôle du collectif, oui, mais souvent, avec, comme je le disais précédemment, avec des gens qui sont assez semblables, en fait, avec des pairs. Donc, c'est vrai que peut-être que ça standardise un peu les échanges, le débat, etc. Ça ne permet peut-être pas d'avoir les débats contradictoires qu'il pouvait y avoir avant. Voilà, la génération Z va prendre j'allais dire, va embrayer le pas à la génération Y. L'Internet, maintenant, de fait, c'est ça, et avec évidemment une émergence beaucoup plus marquée de l'utilisation des réseaux sociaux, avec tout ce que ça peut impliquer de bien et de moins bien. Là encore, pas de jugement de valeur. On est vraiment dans l'horizontalité totale, donc ce qui peut être interprété, alors c'est ce que j'ai noté comme moins de respect pour les statuts, c'est-à-dire qu'on échange avec des gens et on peut accorder autant d'importance à ce que va dire une personne qui est à peu près du même niveau que soi qu'une personne que nous, on considérait nos générations à nous comme étant des sachants, des gens qui pouvaient apporter la connaissance. Bon, maintenant, il n'y a pas nécessairement plus de respect pour ceux-là que pour les autres. Voilà, on est quand même dans un contexte d'anxiété, donc ça fait référence à la diapo précédente, par rapport à tout ce contexte en fait de crise. On peut y rajouter maintenant la guerre en Ukraine, etc. On voit bien énormément de territoires aussi qui sont déstabilisés dans le monde, globalement. Voilà, donc pas mal d'anxiété, d'autant qu'on est abreuvé d'informations. Et du coup, il y a beaucoup moins de filtres aujourd'hui, ce qui fait que l'information arrive en volume. Et on le verra après, la méthodologie n'est pas forcément leur fort. Donc, le fait de traiter l'information, ce n'est pas forcément, en fait une compétence qu'ils ont comme ça spontanément. Donc, du coup, peut-être la sensation d'être un peu inondé de toutes ces informations qui sont, il faut le dire, souvent assez négatives. Alors, tout ça induit une défiance vis-à-vis des institutions et de la grande entreprise, ce qui n'était pas présent chez la génération Y, qui avait encore un certain niveau de confiance par rapport notamment à la grande entreprise, au fait de faire carrière. Je crois que c'est Dominique qui parlait tout à l'heure de fidélisation, tout ça. La génération Y, on était encore un peu, ça marchait encore à peu près. Là, maintenant, ça marche plus du tout. Alors, je dis bien, ce sont des caractéristiques un peu globales. Après, on peut trouver des jeunes gens qui sont un peu atypiques au milieu de cette réalité-là, j'en conviens. Voilà, avec un retour à des valeurs politiques au sens vraiment participatif, quoi. On le voit bien, des valeurs un peu militantes de défense de certains territoires, de l'écologie, de tout ça. Voilà, avec derrière l'éthique, bien sûr, qui est toujours en fil conducteur.
Voilà, ça c'est pour les facteurs sociétaux. Je vais y ajouter maintenant les facteurs technologiques avec une approche qui, moi, m'a beaucoup interpellée, qui me permet de comprendre pas mal de choses et qui aura des conséquences après sur l'entreprise. La génération à laquelle j'appartiens, on avait quand même la sensation qu'à un objet correspondait un usage, si je puis dire. Donc, j'ai fait volontairement, j'ai mis un vieux téléphone fixe, un téléphone, on téléphonait avec le téléphone. Point. Aujourd'hui, quand on a un téléphone, j'allais dire presque que le fait de téléphoner avec est totalement secondaire. On fait plein de choses avec. On paye, même aujourd'hui, hein, on règle ses achats, on prend des photos, on prend de la vidéo, on interagit avec le monde entier, etc. Donc, on voit bien qu'à un objet dit correspondent plusieurs usages. Et ça, c'est le quotidien de ces nouvelles générations. Donc, je le pose comme ça, hein, juste comme principe, comme hypothèse, et on le déclinera après au sein de l'entreprise. Dessous, je vous ai mis une gare un peu historique. Quand on se rendait dans une gare, on s'y rendait pour prendre un train. Aujourd'hui, dans une gare, on peut tout faire. On peut jouer du piano, on peut assister à des événements qui sont organisés dans la gare qui n'ont absolument rien à voir avec le transport ferroviaire. On peut, dans certaines gares, il y a des laboratoires, on peut aller se faire une prise de sang avant de prendre son train. Enfin, on peut faire des achats. Alors là, évidemment, c'est le basique du basique. Enfin, donc, même une gare, en fait, aujourd'hui, il y a diverses façons, en fait, de voir le lieu gare. Hein, donc, et on vit en fait dans ce contexte-là, qui est donc un contexte. Alors là, j'ai repris les travaux d'une philosophe, moi, que je trouve assez intéressante, qui s'appelle Gabrielle Alperne, et qui parle beaucoup d'hybridation. Elle nous dit tout devient hybride. La gare, c'est à la fois une gare, un lieu culturel, etc. Le téléphone, c'est à la fois un appareil photo, une carte bancaire, etc. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit parce que les jeunes générations qui sont nées avec tout ça vont évidemment avoir derrière une vision de leur poste de travail dans l'entreprise qui devra répondre également à ce principe d'hybridation. Allons-y, on poursuit. Alors, je vous ai mis donc, voilà les impacts que moi j'ai recensés, les impacts sur la place du travail dans l'existence. Alors, je ne parle pas de la valeur travail, parce qu'au sens des nouvelles générations, le travail n'est pas une valeur. Hein, simplement, c'est quelque chose qui occupe une partie de l'existence au même titre que la vie personnelle, les loisirs, le sport en occupe une autre. Ensuite, on verra les impacts sur le management des activités, les modes d'apprentissage. Et là, parfois, on se plante complètement aussi quand on veut faire passer de la connaissance, etc. Et on parlera enfin des facteurs de motivation. Allons-y. Voilà. Alors, la place du travail dans l'existence. Alors, j'ai mis volontairement ce que disait Eric tout à l'heure, où on dit les jeunes ne sont pas courageux, etc. Donc là, j'ai bien aimé cette phrase. On n'est pas du tout dans un nouveau rapport au travail qui est une épidémie de flemme. Hein. Ce n'est pas du tout ça. On a simplement deux critères, en fait, qui interviennent dans la réflexion de ces générations-là. C'est la dimension temps et la dimension financière. Et on fait globalement, enfin, ils font un rapport, ils cherchent une forme d'équilibre, en fait, entre la dimension temps et la dimension financière. Du coup, on assiste aujourd'hui à 3 scénarios possibles dans le monde du travail. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est qu'on n'a jamais autant travaillé en termes de temps. La réforme des retraites, d'ailleurs, va nous inviter à travailler encore un peu plus longtemps. Donc, il ne s'agit pas du tout, on n'est pas du tout dans une période où on assiste à une baisse du temps de travail, bien au contraire. En revanche, ce que l'on constate de l'autre côté, c'est que le fait de travailler plus, finalement, ne rapporte pas forcément plus. Donc, il y a une réflexion qui peut s'opérer et qui peut amener à 3 scénarios possibles qu'on observe. Le premier, c'est celui qui vient travailler et qui fait ce pourquoi il a été embauché, mais en aucun cas, il faut aller lui demander quelque chose qui soit supplémentaire ou rester un peu plus longtemps, etc. Ça, c'est le premier scénario, qui est en lien avec le second, qui est la recherche en fait d'un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc, dans la vie personnelle, il y a la famille, mais qui n'est pas forcément au centre d'ailleurs du débat, mais par contre, soi-même, s'occuper de soi, hein, on n'a jamais autant parlé de ça, et puis bien sûr, profiter de ses amis. Donc, les deux vont souvent de pair. On se dit, finalement,
autant que je dégage un peu de temps pour moi, pour mes amis, au détriment potentiellement donc de mon travail, avec une notion de carrière qui passe au second plan, avec une approche plutôt court-termiste, hein, on cherche un travail qui va plaire plutôt que se dire comment est-ce que je vais faire carrière, ce qui est, là aussi est assez différent de ce qui a pu caractériser enfin, en tout cas ma génération. Et puis à côté de ça, on va avoir une catégorie qui, à un moment donné, va rentrer dans un poste, dans un travail dans lequel il va y avoir une richesse, en fait, le travail va avoir du sens pour ce jeune. Et là, par contre, eh ben, il va s'investir au-delà, en fait, de ce pourquoi il a été recruté. Il va s'engager. Là, on parle vraiment d'engagement hein, dans le travail. Donc, on voit bien, hein, on peut assister à différentes évolutions hein, du rapport du jeune avec le monde du travail. Pour un peu que le travail qu'on lui propose ait du sens, et on y reviendra après, eh bien, il est en capacité de s'investir et faire de grandes choses, en fait, hein, à supposer qu'on mette en place le management qui va bien, et c'est ce sur quoi maintenant je vais revenir. Donc, pour ce qui est du management des activités, donc ça, c'est la diapo suivante. En gros, voilà ce qu'on a. Alors, je suis volontiers un peu provocatrice, hein, et puis on est toujours un peu schématique dans notre approche, mais globalement, en tout cas en France, ce que propose l'entreprise, c'est souvent encore des organisations assez verticalisées, avec ce qu'on appelle des structures hiérarchico-fonctionnelles. On privilégie l'exemple comme mode de transmission d'apprentissage. Autrement dit, on dit, avant que tu fasses, commence à regarder ce que moi je suis en train de faire, et puis ensuite tu pourras reproduire. Hein. Donc voilà, l'entreprise se dit qu'il faut qu'elle contrôle cet apprentissage pour arriver à ce qui est pour elle une maîtrise parfaite du geste professionnel, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas complètement opérationnel au sens de la perfection que l'entreprise veut dégager, surtout qu'on est dans des entreprises de services, on n'a pas trop droit à l'erreur. Donc, du coup, l'entreprise dit attends, avant d'aller plus loin, tu vas d'abord faire et refaire et encore faire. Voilà. On attend donc, comme ils ne savent pas faire de manière parfaite, on attend qu'ils aient un minimum de modestie et d'humilité. Donc, du coup, on va plus ou moins avoir tendance des fois à les cantonner dans la répétition d'activités. Je prends l'exemple du secteur hôtelier que je connais quand même assez bien. Et puis, ce que propose l'entreprise, c'est attention, il y a la vie professionnelle d'un côté, la vie personnelle de l'autre. Et puis, de l'autre côté, ce que souhaitent les jeunes générations, c'est évidemment aux antipodes de tout ça, c'est plutôt des organisations plus horizontales qui sont liées au contexte technologique et sociétal dans lequel elles ont toujours vécu. Donc là, je vous invite à aller voir les productions d'Isaac Getz sur l'entreprise libérée qui sont extrêmement intéressantes. Il y a une petite vidéo de 20 minutes, je vous ai mis le lien en bibliographie, moi je le trouve assez édifiant. Lui a fait réaliser avec l'Institut Gallup un diagnostic en fait. La réalité est qu'aujourd'hui, il y a 11% seulement des gens qui sont parfaitement engagés dans leur activité professionnelle, les autres étant des gens désengagés ou activement désengagés. Donc, vous regarderez, il y a un peu d'humour derrière tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'ils recherchent, c'est plutôt de l'horizontalité de l'organisation. Ils sont plutôt à la recherche de solutions rapides aux problèmes. On fait fi un peu de la méthodologie. Hein. L'essentiel, c'est d'aller rapidement trouver une solution, ce qui ne correspond pas forcément non plus à notre mode de pensée, où nous, on se dit premièrement, deuxièmement, etc. La référence pour eux, c'est les pairs. Donc, on préférera aller sur un forum pour, si on a un problème, une difficulté, plutôt que de dire attends, je vais aller demander à celui de la génération d'avant. Voilà, ce qui est souhaité aussi, c'est une grande tolérance par rapport à la démarche essai-erreur. Donc, rien à voir avec l'exemple. J'y reviendrai, j'ai une petite diapo sur les modes d'apprentissage. Donc, ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir essayer des choses. S'ils se trompent, pour eux, l'erreur n'est absolument pas problématique. Donc, ils préfèrent qu'on les laisse se tromper pour ensuite éventuellement corriger le tir et s'améliorer. Ils recherchent une participation aux décisions et une certaine liberté dans la prise d'initiative qui ne va donc pas du tout avec la modestie, l'humilité, le contrôle dans l'apprentissage, etc. Et puis, le fait est qu'il y a un mélange des genres entre vie perso, vie professionnelle. On assiste à peu de filtres finalement et parfois, on est, nous, nos générations, un peu choquées
certaines communications, par exemple, qui sont faites, dont on considère, par exemple, qu'elles relèvent plus de la sphère personnelle que de la sphère professionnelle. Voilà, en gros, je vais dire, un espèce de panorama sur ce qu'on a tendance à faire. Alors, évidemment, aujourd'hui, certaines entreprises ont entrepris une forme de mutation. Donc, on est, pour certaines entreprises, un peu au milieu du gué. On tente des choses qui vont dans le sens de ce qui est à droite, en fait, dans mon tableau. Alors, la diapo suivante porte sur les modes d'apprentissage. Alors, vous allez comprendre tout de suite. Sur les générations d'avant, on est plutôt sur ce qui est en bleu. Donc, transmission, tu écoutes en fait le sachant qui, lui, va te dire ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, tu vas éventuellement observer, puis tu vas imiter ce qu'il fait. Or, ce n'est pas du tout ça qui passe aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est expérimenter, d'où cette démarche essai-erreur, et puis échanger. Donc, ce qui est important, c'est échanger, et si possible, échanger avec des personnes qui ont un peu les mêmes caractéristiques qu'eux. Je mets en référence ce que je vous ai dit tout au début sur la contradiction qui sort du cadre familial et qui va vers l'entreprise, et puis cette tendance très très forte à aller plutôt vers des pairs, en fait, des gens qui nous ressemblent, des semblables. Voilà. Alors, on va continuer vers les facteurs de motivation. Alors, le salaire, voilà ce qui est ressorti des études. Alors, je vous montrerai après l'étude qu'on a fait avec l'USMB. Le salaire, oui, mais pas que. Vous verrez que Nathan a un peu les mêmes conclusions tout à l'heure. Je vais lui laisser la parole après. Ce qui est recherché dans la motivation, c'est un lieu où le débat est possible, où la créativité, alors je crois que c'est Eric qui a utilisé ce mot-là, alors ça, c'est complètement dans le vrai. Accepter de faire un pas de côté, accepter des propositions qui peuvent paraître parfois décalées, et puis les mettre au centre du débat et les discuter. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément donner raison à tout ce qu'ils proposent, mais en tout cas, sortir en fait de nos représentations et de nos silos habituels pour ouvrir le débat. Voilà, quelque chose de très très fort, l'adéquation des valeurs du contexte professionnel avec les valeurs personnelles. Donc là, il faut engager les entreprises ou les organisations à travailler sur leur marque employeur. Attention à pas trop en dire, parce qu'après, si on n'est pas à la hauteur des promesses implicites ou explicites que nous avons faites, on est considéré comme des menteurs, des gens qui ont fait des promesses non tenues. Mais en tout cas, le fait de déployer des valeurs est tout à fait déterminant en fait, dans le choix des contextes professionnels qui vont être les leurs. La possibilité de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Donc là, certains professionnels aujourd'hui réfléchissent à la semaine de 4 jours. Je pense notamment en hôtellerie-restauration, le fait de ne plus travailler en coupure, par exemple, de permettre aux gens de faire des journées continues. Donc, moi, je me rappelle avoir pris le campus en 2016 où les professionnels me disaient « Oula, alors ça ne sera jamais possible ». Là, le fait est qu'on a de plus en plus de professionnels qui s'y mettent, voilà, parce qu'ils n'ont pas le choix. L'ambiance de travail avec la relation aux autres, et puis la mobilité et la liberté. Donc, en effet, cette notion de dire on va les fidéliser, il faut qu'ils restent longtemps, on va proposer des CDI parce que comme ça marche plus du tout, ça. Mieux vaut leur proposer éventuellement d'aller respirer un autre air pendant un temps, et puis ils reviendront, probablement qu'ils seront tentés de revenir si les valeurs qu'on déploie sont intéressantes, ils reviendront vers nous. Mais vouloir à tout prix les garder sur du court ou du moyen terme, du moyen et long terme, pardon, c'est fondamentalement, on est à côté de la plaque, quoi. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant ce qu'on a travaillé avec l'Université de Savoie. Donc, on s'est intéressé donc aux jeunes en tant que clients des destinations touristiques. Donc, je vais commencer par là, puis après, je vous parlerai des jeunes en tant que professionnels du secteur. Donc, je suis pas revenue sur les aspects méthodologiques de l'étude, mais pour faire simple, on a réalisé des entretiens semi-structurés avec des jeunes européens, donc pour l'essentiel français, un peu belges, et on est allé les interviewer sur finalement quelles étaient pour eux une destination touristique vraiment géniale, idéale, et puis ensuite on est allé les interviewer sur le contexte professionnel dans le domaine touristique. Voilà, alors eux, ils sont très clairs sur l'inspiration pour trouver un séjour touristique, c'est l'importance du bouche à oreille et toujours ce mot de pair qui revient.
ce mot de pair et ce mot d'entourage. L'entourage, je le redis, étant davantage constitué par les amis, par exemple, hein, les relations, plutôt que la famille. Voilà, un bouche à oreille électronique sur les réseaux sociaux. Alors, ils n'ont pas forcément une appétence pour le risque, hein, parce que ce qu'on a constaté dans l'étude, c'est que, par exemple, s'ils doivent partir pour leurs premières vacances en autonomie, ils vont davantage privilégier des destinations qui sont connues. Ça peut être d'ailleurs des destinations sur lesquelles ils sont allés en famille. Eh bien, la première fois qu'ils partiront seuls ou avec des copains, des amis, ben, ils rechercheront des destinations qu'ils connaissent déjà. Je vous ai mis dessous les critères de choix donc, des destinations. Alors, le prix, évidemment, est important. Bon, c'est lié, quand on s'adresse aux jeunes, ce n'est pas forcément avec des niveaux de pouvoir d'achat importants. Quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est l'accessibilité. Donc, il y a une partie de notre étude, bon, sur laquelle que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais qui portait sur la moyenne montagne. Je pense que Dominique a peut-être eu les éléments lors du comité de pilotage du pôle montagne, prouvait qu'en fait, nous, en particulier sur la montagne, ça, c'était souvent un point qui, alors je ne dirais pas critique, mais si quand même, quelque chose qui revenait assez fréquemment sur les difficultés d'accessibilité, où finalement, à part la voiture, pour certains endroits, on n'a pas trop le choix. Et comme on est sur des générations qui sont assez sensibles à la planète, au respect de la planète, au développement durable, bah, du coup, c'était un petit peu contradictoire. Voilà, le dépaysement, le large choix d'activités, donc ça, très important. Et puis l'hébergement. Alors, l'hébergement était relativement, pas critiqué aussi, mais en disant, finalement, il y a des hébergements qui ne correspondent pas du tout, nous, à ce qu'on aimerait faire. Je pense à la notion de tribu qu'on a tendance à utiliser beaucoup aujourd'hui, hein, le fait de partir en groupe plutôt que de partir avec des structures de 3-4 personnes, fait qu'ils aspirent en fait à des modes d'hébergement qui soient plus souples. D'ailleurs, on le voit, certains concepts se déploient là, y compris sur nos territoires, avec des concepts un peu plus décomplexés, on va dire, au niveau hébergement. Voilà. Alors après, je vous ai remis, alors vous avez vu, ça c'était en amont hein, du séjour, pendant donc la pratique touristique, donc très marqué par l'utilisation du digital. On a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, on est surtout sur Instagram, fortement sur Instagram, surtout sur la génération Y. La génération Z, on voit aussi arriver beaucoup TikTok. Le partage donc de contenu, essentiellement de photos. Les avis clients sont peu consultés par ces générations-là. Donc voilà, on en tire ce qu'on veut derrière, mais en tout cas, on peut l'avoir à l'esprit. Et puis, dans les attentes quant aux pratiques dans la destination, les activités outdoor qui sont fortement demandées, l'importance des lieux de convivialité. Donc ça fait référence notamment aux structures d'hébergement dont je parlais précédemment. Il y a vraiment une volonté d'avoir un lieu comme ça, un peu collectif, où on puisse partager. Et puis, la dimension de développement durable qui est en filigrane, en fait, hein, dans leur réflexion. Voilà. Puis après le séjour, donc j'ai mis volontairement 3 diapos, avant, pendant, après. Donc là, il y a vraiment le souhait de partager son expérience. Alors, beaucoup de partage, là encore, sur les réseaux sociaux avec des stories. À partir de 22 ans, on va plutôt partager ça sur des groupes WhatsApp un peu plus privés. Hein. Ça va être moins diffusé publiquement, mais sur les plus jeunes, on n'hésite pas à partager de manière extrêmement ouverte ce qu'on a fait. Hein. Et évidemment, on présente toujours le positif. Hein. Voilà, difficulté à fidéliser. Donc, ça vaut pour les destinations touristiques. C'est compliqué de faire revenir en fait sur une destination puisque comme ils sont très sensibles au bouche à oreille, à la recommandation entre pairs, du coup, ils vont zapper hein, plutôt d'un endroit à un autre plutôt que de revenir là où ils sont déjà allés. Voilà, donc vous avez un petit… bon, ça, c'est ce que j'ai dit oralement sur la diapo suivante, hein, sur les vacances touristiques. Donc, on a coché en fait ce qui était important. Et puis, les attentes, sont-elles satisfaites dans la pratique? Alors, comme je vous l'indiquais oralement, en fait, quand je parle du choix de la destination, ça fait référence beaucoup à la mobilité et puis les critères attendus au niveau de l'hébergement qui, pour eux, ne sont pas toujours remplis. Voilà, alors j'aborde maintenant
la deuxième partie de cette étude, et je terminerai là-dessus avant de donner la parole à Nathan. Les jeunes comme professionnels du secteur, bon, on va reboucler un petit peu sur ce que j'ai dit au départ. Hein, donc, ce qu'ils cherchent, c'est un emploi attractif. Vous le voyez, la multiplication des expériences, continuer à se former. Donc là-dedans, on recherche désespérément cette notion de fidélisation, de poste fixe. Voilà. Alors, il y a quand même la volonté d'évolution. Donc ça, on a quand même été... on a nous-mêmes été un petit peu surpris, mais en fait, cette volonté d'évolution passe par une multiplication des expériences. Donc, ce que j'allais dire, c'est que si on veut les garder, eh ben, suivez ma réflexion, ça veut dire qu'il ne faut pas les cantonner en fait dans un poste particulier, mais plutôt être en capacité de proposer des évolutions de carrière ou de la polyvalence, mais pas n'importe laquelle. J'y reviendrai sur ma dernière diapositive. Alors, j'ai bien conscience qu'on est dans un tissu économique très atomisé avec beaucoup de structures de petite taille qui n'ont pas forcément la structure pour permettre ensuite de faire évoluer les jeunes. Mais je pense qu'il y a quand même des idées qui mériteraient d'être creusées pour aller dans ce sens-là. Voilà. Ce qui est souhaité aussi, c'est qu'on est dans un secteur d'activité, finalement, où on se rend compte que quel que soit le niveau de diplôme en sortie, on a quand même toujours tendance à demander aux jeunes de redémarrer, allez, je vais utiliser un mot un peu fort, mais au bas de l'échelle, y compris pour quelqu'un comme Nathan, qui a fait un BTS Management de l'hôtellerie et de la restauration, par exemple, et puis qui a continué ses études à travers une licence pro, on va quand même lui demander de redémarrer sur de l'opérationnel. Pas forcément le cas dans tous les secteurs d'activité. Donc, il y a la nécessité, c'est d'acculturer aussi les professionnels, hein, de les sensibiliser au fait que, OK, il peut faire de l'opérationnel, d'ailleurs, il ne refuse pas de le faire, mais il faut enrichir en fait ce qu'on va lui proposer avec autre chose qui soit en adéquation finalement avec ce à quoi il s'est formé. Alors, je vais terminer sur ma dernière diapositive sur les pistes à explorer, puis je donnerai la parole à Nathan. On avait hésité à intégrer les réflexions de Nathan dans ma présentation, mais j'ai préféré lui laisser le champ libre ensuite pour vraiment présenter son étude à lui. Alors voilà, donc favoriser des modes d'apprentissage cohérents avec les attentes. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, on arrête de dire « regarde-moi, je vais te montrer comment il faut faire », etc. On va plutôt favoriser des échanges créatifs, on va plutôt mettre le jeune en situation de faire, s'autoriser éventuellement qu'il puisse se tromper. On parle beaucoup de mentorat aujourd'hui, donc ça semble être assez dans l'air du temps, en tout cas par rapport aux attentes de ces jeunes. Instaurer un climat de confiance. Isaac Getz parle beaucoup de la considération, de la bienveillance. Donc, il ne s'agit pas du tout d'être laxiste, mais juste que le respect soit vraiment dans les deux sens, en fait, entre l'employeur et puis le jeune. Et puis, lui laisser une marge de manœuvre. Alors, ce n'est pas nouveau, hein. Les publications théoriques sur le sujet datent d'il y a au moins 30 ans, mais on s'est peu inspiré finalement de ces fondements académiques. Donc, laisser la marge de liberté qui va bien, hein, ne pas vouloir à tout prix tout maîtriser. Instaurer un management qui garde de la souplesse en incluant un climat qui soit considéré comme égalitaire. Alors, égalitaire, c'est peut-être pas un mot, mais en tout cas équitable, ça c'est sûr. Mais ce qui est plutôt rassurant quand même, qui mettent du cadre. Donc, en fait, ils ne refusent pas du tout les règles, à une condition, en fait, et ça, c'est le dernier point de ma diapositive, c'est qu'on leur explique pourquoi. Autrement dit, faire tomber comme ça des injonctions sans en expliquer la genèse, le pourquoi, la contextualisation, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ils ne refusent pas du tout le cadre. D'ailleurs, dans l'étude, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de l'étude que nous avons faite avec l'USMB, dont je viens de vous présenter des bribes. On avait parlé, par exemple, de la tenue vestimentaire, des codes. Ça ne les gêne pas du tout. Hein. Donc, il n'y a pas de refus, en fait, de tout ça. Simplement, être à même d'expliquer, en fait. Hein. Donc, je renvoie au sens, hein, le sens que l'on donne à la mission que l'on fait, au travail que l'on fait. Et puis, je terminerai là-dessus, proposer des postes riches et variés. Donc, ne pas cantonner le jeune, ce que je disais juste avant,
dans une fonction précise dans laquelle il va toujours faire la même chose, répéter, 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 mais plutôt proposer, quand cela est possible, une hybridation des postes. Je vais vous donner un exemple tout de suite après. Là, j'ai une stagiaire qui travaille pour moi, donc de Lyon 2, sur les modes de management, et en particulier, elle s'intéresse beaucoup au mode d'organisation en autogestion et en entreprise horizontale dans l'univers de la restauration. Et en fait, ce qui est remonté, en fait, là, l'étude est en cours, ce dont ils ont envie, c'est une polyvalence changeante. Donc, c'est pas du tout, j'ai repris son expression à elle, hein, c'est pas du tout qu'ils servent de bouche-trou dans des services où il y a un déficit à un instant donné, mais qu'on se pose la question de savoir comment ils peuvent rendre service à l'organisation, parce qu'ils sont quand même là pour ça, mais que d'un autre côté, ça constitue un élément d'enrichissement aussi pour eux. Alors, je vais prendre un exemple. Vous savez que les métiers du service, par exemple, n'attirent pas foule, hein. Autant la cuisine a pu bénéficier ces dernières années d'un peu de médiatisation, autant les métiers du service souffrent énormément d'un déficit d'appétence. Et l'idée, par exemple, d'introduire une activité autour de la mixologie, par exemple, hein, du bar, peut conduire à beaucoup plus d'intérêt pour les jeunes générations. Autrement dit, cantonner un jeune à ne faire que du service sans lui proposer de faire autre chose, ça semble être une erreur. Si on lui propose, je ne sais pas moi, 2 fois par semaine d'animer une soirée autour d'un cocktail du jour au bar, etc., alors là, le poste qu'il occupe, même si c'est un poste en service, prendra beaucoup plus de sens et sera beaucoup plus intéressant pour lui. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, voilà, on n'a pas j'allais dire, la science infuse sur le sujet. C'est difficile de donner des recettes. Voilà, même si on est dans le domaine de la cuisine, c'est difficile de donner des recettes comme ça toutes faites qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais en tout cas, insuffler en fait des actions qui vont dans le sens de ces pistes à explorer me semble, nous qui au sein du campus fréquentons beaucoup les jeunes, les connaissons bien, nous semble plutôt pertinent et en cohérence par rapport aux caractéristiques en fait de ces générations. Voilà, sur la dernière slide, vous retrouverez donc mes références bibliographiques. Voilà, donc là, 2 solutions, ou bien j'interagis avec vous tout de suite, ou on donne la parole à Nathan et puis on fait un échange global une fois que Nathan est intervenu. Je suis à votre disposition là. Eh bien, on va peut-être laisser Nathan faire sa présentation aussi, comme ça on aura une vision globale qui permettra peut-être du coup des échanges en ayant entendu, j'ai envie de dire, un côté de l'autre. Très bien. Juste une première réflexion, c'est que quand j'entends voilà, les motivations des jeunes, bah, je comprends qu'il y a vraiment autant de problèmes dans l'hôtellerie-restauration. Ah, mais c'est sûr. Aux antipodes de ces attentes-là, oui. C'est clair, il y a d'abord une méconnaissance de ces générations, ou alors, comme disait Eric tout à l'heure, on a des idées toutes faites, en fait. Donc, on dit, bah voilà, ils sont comme ci, ils sont comme ça, sans prendre la peine, le temps de se pencher un petit peu plus. J'ajoute quand même que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, ça m'est quand même revenu en effet boomerang. Étant mère de famille, on se rend compte, alors je ne sais pas si certains autour de la table ont des enfants aussi qui sont en passe de devenir adultes, mais on est quand même en partie responsable aussi, nous, notre génération, de ce qu'on a fait de cette génération à venir, compte tenu du contexte sociétal que j'évoquais avant. Et il n'y a pas de jugement de valeur derrière tout ça, entendons-nous bien, mais on est quand même obligé, on porte nous aussi une part de responsabilité là-dedans. Donc, on est quand même forcé aujourd'hui de s'intéresser à la question de manière un peu plus ouverte, quoi. Voilà. Et aussi responsable de l'organisation actuelle des entreprises. Exactement. Ouais, je voulais juste réagir puisque je crois être le seul boomer en fait dans cette riche assemblée. Non, je trouve que c'est effectivement extrêmement pertinent. Il y a énormément de pistes qui sont ouvertes là grâce à ce que vous avez évoqué à l'instant. Je pense que Nathan va nous enrichir encore un peu plus le débat. Je veux simplement rappeler qu'au début de ma carrière, pour tout vous dire, moi je suis de 1951, donc c'est vous dire,
il m'a toujours apparu qu'il y avait une espèce d'erreur de la part du management de l'époque et jusqu'à encore peut-être maintenant, sur le fait qu'on considérait l'individu, le paradigme formel, il était salarié, ou elle était salariée, ou elle était professionnelle. Bon. Et très, très rapidement, grâce à quelques amis, on a vite compris, on s'est vite rendu compte que ces personnes ne sont pas, parce que pendant 8 heures, dans un cadre de travail quel qu'il soit, pour autant, uniquement ça. Ils sont aussi père ou mère de famille, ils sont présidents d'association, secrétaires ou je ne sais quoi, ils sont pratiquants de ceci et cela. Et il nous a toujours semblé qu'il y avait sûrement là une richesse à exploiter, entre guillemets, il n'y a pas de… mais à exploiter pour justement valoriser le temps de travail, je vais dire ça globalement, mais qui était tout au bénéfice de l'entreprise. Et moi, j'ai été très surpris de voir comment un contremaître, c'est une expérience très, très précise en tout début d'existence, comment un contremaître diffusait une sorte de mépris vis-à-vis des ouvriers avec lesquels on travaillait, alors même que par ailleurs, quand je discutais avec ces gens-là, ils étaient présidents du club de foot, ils animaient des trucs. Voilà, bref. Donc, je trouve extrêmement intéressant ce qui a été évoqué là maintenant. Alors, Eric, c'est important ce que vous dites, parce que dans les cursus de formation, là, il me semble quand même que les choses évoluent, puisque dans certaines écoles et certains cursus, on évalue, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on apprécie la personnalité du jeune en formation, pas uniquement sur le plan purement académique, mais aussi sur ses capacités à s'investir dans la vie associative de l'école ou de l'université, dans son investissement dans des activités à caractère bénévole, dans des associations à but non lucratif ou humanitaire, etc. Donc, à un moment donné, il va falloir que l'entreprise s'empare aussi de ça parce qu'il y a des injonctions contradictoires, en fait. Il faudrait qu'on travaille encore plus, qu'on soit encore plus investi dans ce qu'on fait, puis qu'à côté, on trouve le temps aussi d'aller s'investir dans des activités à caractère plus social. Bon, les journées n'ont 24 heures pour tout le monde, donc à un moment donné, il faut faire du sport, il faut s'alimenter de manière équilibrée. Tout ça, il faut arriver à trouver un équilibre qui est compliqué. Donc, oui. C'est vrai, alors c'est quand même vrai, effectivement, puis j'arrêterai l'intervention, mais en 76, à l'époque, à Calisoni et CIT, il y a eu un mouvement très vol des étudiants dont j'ai fait partie et qu'en l'occurrence j'ai animé, parce que l'idée, c'était véritablement de professionnaliser l'université. Je fais un petit focus à ce sujet. Ce qui, moi, me paraît personnellement une erreur complète, parce qu'en fait, on ferait mieux d'apprendre, si tant est que comprenant ce qu'on appelle le mot apprendre, mais la curiosité, justement, la créativité, ça c'est une chose sur laquelle je reviens, parce que très souvent, je déplore le fait qu'on ne soit pas assez créatif, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit vous-même, on n'ose pas sortir du cadre dans lequel on est, y compris de l'activité, mais même dans sa pratique. Il y a des, et il m'a toujours semblé qu'il y a un temps dans la vie qu'on devrait réserver et qui peut se renouveler d'ailleurs, parce qu'effectivement, on change constamment de métier. Moi, j'ai dû changer déjà personnellement 4 ou 5 fois de métier, donc… Et donc, il n'est pas question d'avoir une formation technique sur un métier particulier, puisqu'on va d'abord en changer, que ce métier ensuite va évoluer. Mais il est beaucoup plus important, à mon sens, d'apprendre à apprendre, de connaître les bonnes pratiques dans ce domaine. Voilà, c'est tout. C'est une petite parenthèse que je voulais faire. Et je ne suis pas certain, malheureusement, qu'on ait bien compris ça encore aujourd'hui dans certains cursus. À vous, Nathan. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais vous présenter les résultats de mon enquête que j'ai menée dans le cadre de mon mémoire de recherche que je dois réaliser pour la première année de master. Donc, sous la problématique de comment susciter de l'intérêt pour l'hôtellerie saisonnière auprès de générations Y et Z. Donc, ça répond tout à fait au sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Donc, au niveau de l'échantillon des répondants, du coup, j'ai d'abord envoyé ce questionnaire. Donc, c'est un questionnaire via Google Forms que j'ai envoyé à mon lycée d'origine en Alsace. Ensuite, je l'ai envoyé à l'université où j'étudie actuellement. Et ensuite, avec l'aide de Sylvie Rossi, elle l'a transmis à l'ensemble des établissements hôteliers de Savoie, Haute-Savoie, donc où j'ai pu totaliser 169 réponses. Donc, ça fait environ 60% de femmes et 40% d'hommes qui m'ont répondu. Donc, au niveau des générations, j'ai réussi à capter 13% de génération Y et 87% de génération Z. Pour continuer, du coup, je me suis intéressé
aux formations des répondants. Donc, j'avais 118 étudiants et 51 personnes qui sont déjà sur le marché du travail. Donc, au niveau des répondants, j'en avais 15 qui étaient en bac professionnel actuellement, 17 qui étaient en bac STHR, soit bac STHR, c'est-à-dire bac en hôtellerie-restauration, BTS MHR, donc c'est-à-dire un BTS en hôtellerie-restauration. Donc là, j'en avais 60, ce qui est très intéressant dans mon étude parce que c'est peut-être pour les personnes qui ne vont pas continuer leurs études après, c'est du coup les premières personnes qui vont rentrer sur le marché du travail maintenant. Ensuite, en licence professionnelle, j'ai réussi à en avoir 6. Et en master, j'ai réussi à avoir 20 répondants. Donc, pareil, pour le master, c'est vraiment des personnes qui vont rentrer très prochainement sur le marché du travail. Donc, c'est très bien de connaître d'ores et déjà leurs attentes. J'ai 88% des répondants qui étaient en formation initiale continue et j'ai environ 12% qui étaient plutôt en formation en alternance. Ensuite, du coup, je me suis intéressé à l'enseignement en hôtellerie. Donc, j'avais posé la question de pourquoi avoir fait le choix de suivre une formation en hôtellerie-restauration. Donc, pour la majorité d'entre eux, c'est un secteur qui passionne, l'hôtellerie-restauration. Pour d'autres, ils voulaient découvrir ce secteur, ce que compose le secteur. Pour certains, c'est tout simplement ancré dans leur famille, les générations précédentes sont déjà dans l'hôtellerie-restauration, donc c'est tout naturellement qu'ils ont continué dans ce secteur d'activité. D'autres, un très peu pourcentage a choisi ce secteur par dépit. Et on peut voir vraiment sur ce graphique que je regrette mon choix. C'est vraiment, je dois avoir 2 répondants qui ont dit qu'ils regrettaient leur choix. Donc vraiment, au niveau de l'enseignement de l'hôtellerie, ça plaît aux jeunes. Et du coup, j'ai 76% environ de mes répondants qui sont satisfaits de l'enseignement en hôtellerie qu'on a en France. Et j'ai bougé parce que je ne vois pas. J'ai 83% qui sont satisfaits aussi de leur période donc, en entreprise ou alors en alternance. Ensuite, on va évoquer du coup l'emploi saisonnier. Donc, pour 41%, l'emploi saisonnier permet d'acquérir de l'expérience. Pour 28% des répondants, ils n'ont jamais réalisé encore d'emploi saisonnier. Pour 25%, c'est leur propre choix du coup de réaliser un emploi saisonnier. Et pour 6,5%, c'est donc un choix à défaut de trouver autre chose. Des fois, c'est souvent un choix financier aussi. Si on doit financer nos études, si on doit financer la vie étudiante, on prend cette option-là. Les avantages du coup de l'emploi saisonnier, ça permet de voyager, ça permet de faire plusieurs saisons pour connaître ses préférences, se positionner sur quel métier on voudra faire plus tard, quelles sont nos préférences, quels sont les métiers qu'on aime le moins. Ça permet aussi de découvrir des lieux différents et d'acquérir de l'expérience. On peut, grâce à un emploi saisonnier, donc plutôt sur une durée d'une saison, donc ça permet on a la liberté de changer d'employeur si vraiment l'établissement ne nous plaît pas, si l'ambiance ne nous plaît pas, si les relations entre le manager de l'établissement et nous ne conviennent pas. L'emploi saisonnier, il y a aussi une cohésion d'équipe, une ambiance assez festive. Ça permet d'agrandir son réseau professionnel. On peut choisir le lieu de l'emploi saisonnier et on peut choisir également la durée. Si on est disponible que sur une courte période, souvent les entreprises peuvent s'adapter et les pics d'activité de chaque entreprise sont différents en fonction de la période. On peut bénéficier d'avantages en nature, donc au niveau du repas, du logement. Il n'y a pas de routine. Il y a plutôt de la flexibilité et l'emploi saisonnier permet du coup de créer du temps libre hors saison, donc après la saison d'hiver et après la saison d'été. Au niveau des inconvénients, par contre, de l'emploi saisonnier, donc il n'y a pas de poste fixe. Vous faites souvent des longues heures de travail. Les heures supplémentaires sont souvent non rémunérées. Il y a une coupure familiale parce que souvent, l'emploi saisonnier, c'est par exemple, comme moi, vous habitez en Alsace et vous voulez découvrir la mer, vous voulez aller plutôt en montagne ou faire un emploi saisonnier à la mer. Vous observerez une coupure familiale. Il y a ici un manque de stabilité et des mauvaises conditions de travail.
il y a un problème de visibilité pour le prochain emploi où vous ne savez pas à la fin de la saison forcément ce que vous allez faire, si vous allez trouver une entreprise qui va vous plaire autant, si vous allez trouver un poste qui va vous plaire. Il y a un manque de stabilité économique entre 2 saisons, puisque hors saison, si vous ne cherchez pas ailleurs, si vous ne trouvez pas un autre emploi ou si tout simplement vous attendez plutôt de travailler nouveau la prochaine saison et vous prenez un temps de repos, vous n'aurez pas de rentrée, vous n'aurez pas d'apport financier. Très souvent, les entreprises proposent un logement partagé lors de la saison, ce qui est plutôt, ça peut être un avantage pour ceux qui aiment ça peut être un inconvénient pour ceux qui préfèrent avoir leur petit cocon, leur chambre. Ensuite, vous n'avez pas de logement fixe toute l'année, c'est-à-dire que si vous changez d'entreprise à chaque fois, vous devez à chaque fois changer d'environnement et vous acclimater à nouveau. L'emploi saisonnier crée un épuisement physique. Il y a aussi pas souvent d'évolution en interne, puisqu'on ne vous encourage pas, dans certaines entreprises, ne vous encouragent pas à revenir l'année d'après. J'ai eu ce cas personnellement où j'ai travaillé l'an dernier en stage en Corse pendant 4 mois et du coup, l'ensemble des employés, on ne les a pas encouragés, on ne les a pas félicités à la fin de la saison, on ne les a pas encouragés à revenir, on ne leur a pas dit leurs points positifs, leurs points négatifs qu'ils ont apportés à l'entreprise, on ne les a pas remerciés non plus, ce qui a fait que cette année, quand on a voulu recruter le personnel, on a dû, puisque je les ai aidés cette année pour recruter le personnel de l'établissement, on a dû revoir on a dû recruter toute une nouvelle équipe parce que l'ancienne équipe ne souhaitait pas revenir dans l'établissement parce que il y a eu un manque de reconnaissance en fait des collaborateurs. On a aussi une rémunération trop faible par rapport au travail fourni et notamment avec les heures supplémentaires que l'on a effectuées. Et une saison, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de congés, donc au niveau physique, c'est plutôt compliqué. Et du coup, ensuite, on peut aborder dans ce qui est l'évolution, donc on peut aborder la trajectoire professionnelle où j'avais posé la question de aimeriez-vous travailler dans un établissement saisonnier qui vous accompagne dans vos démarches pour trouver l'établissement qui vous accueillera lors de la prochaine saison. Et j'ai 72% des répondants qui m'ont répondu oui. Et du coup, je me disais, et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être m'éclairer sur ce sujet, me donner des réponses. Créer peut-être un partenariat entre les stations balnéaires et les stations de montagne afin que, par exemple, quand le collaborateur a fini sa saison d'hiver, il puisse être assuré d'avoir une saison d'été dans une station balnéaire et inversement. Ou alors, là aussi, vous pouvez peut-être me dire si cela existe déjà ou pas encore, je n'ai pas encore tout trouvé. Créer une application qui permettrait de recenser justement que les offres d'emploi saisonnières où du coup, les collaborateurs qui souhaitent s'engager pour une saison peuvent trouver directement là-dessus, peuvent postuler sur cette application. Ensuite, Sylvie l'a déjà beaucoup abordé, mais au niveau des sources de motivation, vous avez ici le classement des sources. Donc vous avez la rémunération qui arrive en première position pour un bon nombre de personnes. Et souvent, il y a une rémunération avec une cohérence qui est en cohérence avec le travail fourni dans l'entreprise. Vous avez une perspective d'évolution de carrière, c'est-à-dire qu'ils aiment bien quand même savoir où ils veulent aller après. Ça rejoint aussi, alors soit vous pouvez avoir la perspective d'évolution de carrière en interne, où du coup, le collaborateur aimerait bien continuer, s'il s'y sent bien, aimerait bien continuer dans l'entreprise et pourquoi pas évoluer pour apprendre de nouvelles choses et pour aussi montrer ce qu'il sait faire. Ensuite, ou alors, vous pouvez avoir la perspective d'évolution en externe, du coup, avec la trajectoire professionnelle, où du coup, ça permettrait pour le collaborateur de savoir où il va aller plus tard, où il pourra faire sa prochaine saison, ou quel poste il aura ensuite après avoir travaillé dans tel et tel établissement. Ensuite, la responsabilisation du collaborateur, ça montre tout simplement je perds mes mots. Ça permet, du coup, tout simplement, il aime avoir des responsabilités dans l'établissement. Il aime mettre en avant son travail et on lui donne des missions, des objectifs. Et vraiment, c'est quelque chose qui va le motiver, car accomplir un objectif, souvent, quand on est jeune, c'est très gratifiant et ça motive beaucoup. Et ensuite, vous avez diverses autres sources de motivation, donc la flexibilité de l'emploi du temps, où les jeunes aiment bien pouvoir organiser des fois
s'arranger pour avoir leur emploi du temps et à côté une vie personnelle. Donc, vous avez la distinction entre vie personnelle et vie professionnelle. Un emploi saisonnier permet aussi de rencontrer d'autres personnes, de découvrir d'autres parcours de formation. Chacun peut s'apporter quelque chose, chacun a des connaissances différentes. Et ensemble, en équipe, cela peut vraiment apporter beaucoup pour une entreprise. Comme je le disais, donc avec la responsabilisation, ça permet la recherche permanente de nouveaux challenges. C'est vraiment ce que je parle en mon nom, mais c'est vraiment ce qu'un jeune recherche actuellement. Il veut accomplir de nouveaux challenges, de nouveaux défis pour montrer en fait que tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a appris dans ses années de formation, dans ses années professionnelles auparavant, il peut les mettre en application et montrer ce qu'il sait faire. Ensuite, un jeune aime beaucoup la communication, les feedbacks. La communication, tout simplement, parce que l'hôtellerie-restauration, c'est un travail d'équipe et il est bon de communiquer tous ensemble. Et cela montre aussi que si vous communiquez tous ensemble, le collaborateur aura l'ensemble des informations et pourra réaliser correctement son travail et du coup, il sera satisfait de son travail et cela le poussera à réaliser d'autres travails, à s'améliorer de mieux en mieux dans son cursus professionnel. Ensuite, j'avais soumis aussi les actions mises en place pour l'égalité hommes-femmes. Vous avez 32%. Donc ça, c'est encore un débat qui est ouvert aujourd'hui. Vous avez la formation pour 31%, notamment pour ceux qui ne sont pas issus, par exemple, de l'hôtellerie-restauration, mais qui veulent quand même faire une saison. Ils aiment bien être formés pour acquérir les mêmes connaissances que ceux qui ont déjà reçu un cursus de formation auparavant. Et deuxième point qui est aussi dans l'air du temps actuellement, c'est les actions mises en place pour l'environnement, où j'ai eu 26% des répondants qui, pour eux, c'est une source de motivation à venir travailler dans cette entreprise. Et j'ajouterais aussi, du coup, les freins en hôtellerie. Donc, vous avez l'amplitude horaire élevée qui est le frein le plus important en hôtellerie pour 67% des répondants. La faible rémunération et notamment pour l'emploi saisonnier où la rémunération n'est pas souvent en cohérence avec le travail fourni dans l'entreprise. Pour 63% des répondants, vous avez les services en coupure, comme Sylvie l'abordait tout à l'heure, pour 60% où cela dérange beaucoup de venir travailler le matin et venir le soir. On voit des entreprises maintenant qui proposent de créer leurs équipes en 2 équipes. Vous avez une équipe qui fait par exemple le petit déjeuner et le service du midi, et la deuxième équipe qui fait le soir. Et c'est un roulement, c'est une semaine, ils sont du matin et la semaine d'après, ils sont du soir, etc. Ça peut être une solution si vraiment on a assez de collaborateurs pour pallier pour éviter le service en coupure. Vous avez un autre frein pour 54%, c'est l'épuisement physique, ou faire une saison, notamment de la restauration, l'épuisement physique est très important. Et notamment, par exemple, si vous travaillez, comme moi j'ai travaillé en Corse, l'épuisement physique était très important avec, vous ajoutez les conditions déjà de l'entreprise, plus encore la chaleur, plus encore tout ce qui se passe, tout l'environnement extérieur et tout ça. Les conditions sont vraiment compliquées pour les collaborateurs. Et enfin, pour 46% des répondants, le manque de reconnaissance est un frein en hôtellerie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que si le collaborateur ne se sent pas reconnu dans l'entreprise, s'il ne se sent pas remercié, si on ne l'accompagne pas tout au long de sa saison, si on ne le remercie pas à la fin, si on ne l'encourage pas à revenir, si on ne lui dit pas, si on ne lui montre pas qu'il a vraiment servi, qu'il a vraiment servi dans l'entreprise, cela peut être un frein et ça l'encouragera à ne pas revenir dans cette entreprise, à changer d'entreprise l'an prochain ou alors se diriger vers un autre secteur d'activité. Et ensuite, au niveau des besoins au travail, alors se surpasser, réaliser des défis pour 20%, avoir de la responsabilité dans les actions. Donc, comme je le disais avant, la responsabilité, c'est vraiment une source de motivation. Donc, pour 31% des répondants et s'insérer dans une équipe agréable pour la moitié des répondants environ. C'est vraiment ce qui pousse à être motivé à venir travailler. Et voilà, je suis ouvert à toute question si vous avez des questions. Merci Nathan.
Alors, c'est vrai que c'était l'hôtellerie-restauration, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont transposables à nos offices de tourisme avec tout ce qui est lié à la saisonnalité où on retrouve quand même beaucoup de caractéristiques communes. Oui. Sylvie, on vous entend pas. J'avais coupé mon micro. Voilà. Je dis que l'étude de Nathan n'est pas du tout terminée, donc il a extrait en fait quelques résultats pour être parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas terminé. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réactions par rapport à vos activités, par rapport à ce qui a été dit? Qui c'est qui veut réagir? Ou des choses qui nous confortent, peut-être. Des témoignages, des exemples, ça c'est… Personne? Je veux bien dire un petit mot. Allez, Bonjour, Maric. Maric de l'Isère, de l'homologue de Dominique en Isère. Non, mais je trouve que c'est plutôt confortant par rapport à nos activités. Enfin, quand je vois l'ambiance, les rencontres, la polyvalence, justement, enfin, dans nos petites structures, alors, ça dépend encore une fois de la taille de la structure, mais voilà, plus la structure est petite et plus on est amené à avoir de la polyvalence. Donc, je me dis qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque et peut-être que c'est des choses qu'il faut qu'on mette mieux en valeur et que finalement, on a peut-être des fois tendance à se dire, oh là là, ça va être un métier fourre-tout, on va lui faire plein de trucs, mais en fait, peut-être que finalement, c'est pas un inconvénient si… Enfin, voilà, il faut mieux peut-être le tourner différemment, quoi. Après, Voilà. oui, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a la manière de le présenter, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Mais moi, j'ai revu là, j'ai un Vraiment, recrutement en cours et c'est vrai que j'ai bien repris. Enfin, voilà, voilà. Parce je que l'ai tourné bien dire différemment. dire tu vas faire ça, voilà, ça peut paraître un peu bouche-trou, c'est-à-dire que tu vas intervenir là où à un moment donné, à l'instant T, il y aura des besoins. Si c'est présenté de manière un peu plus réfléchie, un peu plus construite en amont, en disant nous, on a bien réfléchi, mais on pense que ça pourrait être intéressant pour vous aussi de vous emparer d'une partie de telle ou telle question au sein de la structure parce qu'on pense que vous auriez les compétences pour ça, etc. Donc, du coup, rendre le poste un peu hybride entre deux fonctions différentes, présenter comme ça, évidemment, ça n'a pas du tout la même tête, quoi. Donc… Et puis de la formation, c'est vrai que voilà, on est aussi un secteur où on forme beaucoup. Enfin, on a aussi des outils métiers qui fait que les gens sont amenés aussi à se former, à rencontrer encore une fois d'autres gens. Comment on va bien mettre ça en valeur. C'est vrai que dans nos offices de tourisme, on a les moyens effectivement de répondre à ces aspirations, comme tu le dis, Marie, je pense. C'est tout à fait possible, mais peut-être avec quelques changements organisationnels, peut-être quelques remises en question aussi des organisations existantes. Et puis après, ce qui me semble, une difficulté aussi, c'est évoluer, changer, c'est bien, mais il y a des gens aussi qui sont là depuis longtemps, qui ont un certain mode de fonctionnement qu'il faut respecter aussi. Et c'est arriver à réussir ce grand écart pour arriver à trouver un mode de management qui convienne à tous, enfin, ou du moins qui arrive à faire la cohésion dans une équipe et à faire avancer une structure collectivement. Mais finalement, de ce que j'entends aussi de ces motivations des jeunes, c'est qu'on est quand même dans des choses très, très humaines, hein. Quelque part, je veux dire, voilà, la recherche de reconnaissance, la diversité dans le travail, l'intérêt de ce qu'on fait, c'est juste humain, quoi. Après, c'est vrai que peut-être les générations d'avant, on a aussi accepté aussi pas mal de choses, peut-être parce qu'il était bridé aussi parfois dans ce qu'on avait envie de faire. Et on en a pris malheureusement l'habitude et ça revient peut-être à aussi d'autres valeurs. Je pense que c'est intéressant ce que vous dites, Dominique, sur l'hétérogénéité des équipes en matière d'âge, suppose aussi de former les plus anciens, en fait, hein, de leur transmettre toutes ces informations-là, parce que ça suppose un changement de posture. Ça, on le constate même dans les centres de formation, hein, ou les lycées pro, ou etc., ou même l'enseignant qui jusqu'à maintenant était quand même celui qui était censé avoir le savoir, entre guillemets, puis qui faisait passer un certain nombre de choses. C'est plus tout à fait le cas partout, parce que comme on le disait en intro,
on a accès à l'information, donc du coup, parfois, ils vont savoir des choses que nous ne savons pas, par exemple, c'est être en mesure de l'accepter. Donc, ça veut dire changer de posture, être davantage, se mettre au même niveau, en fait. Et c'est ça qui peut être compliqué pour des gens qui sont là depuis longtemps, qui pensent qu'il faut que le jeune observe d'abord, qu'il maîtrise d'abord. Voilà. Et peut-être que c'est peut-être ça le plus compliqué, en fait, c'est d'arriver à sensibiliser les plus anciens, j'allais dire, dans les organisations, pour expliquer tout ça, dire attention, parce que c'est contre-productif, en fait. Le jeune est écœuré après, et c'est comme ça qu'on les perd. Donc, on forme, en fait, des talents, et puis ensuite, ils vont voir ailleurs. Comme disait Nathan, certains partent, y compris dans d'autres secteurs d'activité, parce que nous, dans nos domaines, on forme des gens qui ont quand même aussi des savoir-être qui sont reconnus par d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est vrai que c'est des gens qui disposent ensuite d'une employabilité quand même qui est intéressante et qui n'hésiteront pas à franchir le pas pour aller travailler ailleurs. Donc, il y a certainement du boulot à faire dans les équipes, en fait. Je vous dis, comme les formateurs et les enseignants sont actuellement obligés quand même de se remettre aussi un peu en question par rapport à leur rôle de pédagogue, quoi. C'est pas simple, mais moi, je pense que le jeu en vaut la chandelle parce que on voit que les jeunes, en fait, dans les 3 scénarios que j'évoquais tout à l'heure, le 3e, où quand le jeune trouve du sens à ce qu'il fait, qu'il est dans un contexte comme ça, où il sent qu'il va pouvoir s'épanouir, ils sont capables de donner beaucoup. Donc, c'est une richesse formidable, en fait, pour les organisations, quelles qu'elles soient, de mon point de vue. Dans les offices, là, les personnes encore présentes, est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà mis en place par rapport à ces tendances-là c'est des changements qui s'amorcent ou pas du tout chez vous? Moi, si je peux parler d'Aurel, qui est une petite structure et qui a toujours été une petite structure, en fait, je me rends compte qu'on a toujours travaillé un petit peu comme ça, mais avant, ce n'était pas forcément un avantage. Et de toute façon, on était obligé de le faire. Donc, la polyvalence, on a toujours connu. Le turnover, on n'en avait pas beaucoup finalement. Moi, je suis rentrée dans l'office, j'étais jeune. À la direction de l'office, j'étais jeune. Donc, cette notion de direction hiérarchique, c'est pas du tout pour moi. Donc, depuis le début, on a toujours travaillé de façon très horizontale. La semaine de 4 jours, on se rend compte que maintenant, c'est écrit. On dit que c'est un avantage, mais nous, on l'a toujours fait par rapport au récup, par rapport au dimanche, par rapport au rythme de l'hiver. Nous, on a un hiver qui dure 6 mois. Donc, si on commence à faire du 7-7, mi-janvier, on n'a plus personne. Et en fait, c'est super de lire des choses comme ça, parce que ce qui était des inconvénients avant, d'être petit, de faire beaucoup de choses, de partager beaucoup. En fait, on a toujours partagé les décisions et les expériences, mais juste parce qu'on n'était pas assez pour mener à chaque fois chacun nos projets. Donc, on partageait tous nos dossiers. Peut-être une personne de la commercialisation a amené des idées et a aidé la personne à la com. Elles m'ont amené des idées dans la façon de prendre certaines décisions. Et je pense que si c'est l'avenir, on en est le meilleur exemple. On est minuscule. Depuis 12 ans, on est là et on a un turnover quasi nul. Avec des équipes qui sont là en place, qui sont motivées, et c'est loin d'être le salaire qui fait les choses. C'est loin d'être le rythme qui fait des choses, parce qu'on a un rythme d'hiver qui est absolument… et là, je vous parle le 27 avril, on est donc ouvert depuis le 26 novembre, donc on a un rythme fantastique, et pourtant ça tourne. On a une équipe soudée, souriante, même encore le 27 avril, et c'est vraiment les clés, je pense, de la réussite de nos établissements. Après, c'est vrai qu'on n'est pas en hôtellerie. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne maîtrise pas. Nous, on ne travaille pas forcément en coupé, des choses comme ça. Voilà. Après, c'est intéressant, votre témoignage. Peut-être que vous, en tant que même office de tourisme, vous pouvez être source d'inspiration pour les professionnels, les sociopros qui sont vos partenaires, par exemple.
Oui, on est très consultés, oui, effectivement, ouais. Parce que ça, bon, c'est une grosse difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme beaucoup de professionnels ont du mal à sortir de leur silo en disant, enfin, ils brandissent tout de suite toutes les difficultés qui vont se présenter à eux. Le fait de vous de pouvoir témoigner de l'intérieur en disant, parce que ça, c'est souvent un truc qui dit, oui, mais nous, on est des petites structures, donc on ne peut pas. Vous voyez, typiquement, on a des arguments comme ça qui émergent. Vous êtes le contre-exemple parfait que ça peut fonctionner, et ça, c'est formidable, hein. Enfin, je trouve que… En fait, oui, ça a toujours été comme ça, naturellement. On faisait la semaine de 4 jours, y compris l'hiver, parce qu'on a des récup et puis que ça arrange tout le monde. La polyvalence, évidemment, quand on est tout petit, il faut que tout le monde sache à peu près prendre tout au pied levé. Pas tout, attention, hein, y compris le droit à l'erreur. On expérimente plein de choses, ok. Après, on peut pas se tromper. Surtout, on a une centrale de réservation, on gère quand même beaucoup d'argent, donc on le fait quand on peut. Voilà. Et tout le monde est OK là-dessus. Il y a des fois où non, la marge d'erreur, on l'a pas du tout, mais on sait quand on l'a et quand on l'a pas. Et puis, on sait quand il est possible d'expérimenter, de se tromper. Et puis, quand on n'a pas droit à l'erreur, où là, on sait que c'est un cadrage à l'ancienne, comme expliqué dans la présentation, c'est un cadrage où on a des procédures et il faut les suivre à la lettre, parce que si on se trompe avec l'argent des vacanciers ou ce qu'on doit reverser au propriétaire, là, c'est grave. Donc là, non, on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est compréhensible, hein. C'est voilà, ce que je disais exactement. tout à l'heure, hein. À partir du moment où on explique ce que vous êtes en train d'expliquer de manière extrêmement simple, d'ailleurs, hein, que après, c'est admis par tout le monde, hein. Il n'y a pas de contestation, en fait. Mais les plus grosses erreurs sont les plus grosses leçons. On les fait qu'une fois. On a eu des grosses erreurs, hein, mais déjà, la solution est très vite trouvée et elle se reproduit jamais. Plus l'erreur est grosse, plus elle est facile à se souvenir et plus à l'avenir, c'est facile à gérer, quoi. Merci Vanessa de ce beau… Merci. Top, ouais. Et dans une plus grosse structure, Servane? Nous, on est confrontés en effet à ces problématiques, je dirais, comme tout le monde, un petit peu, hein, intergénérationnelles. Moi, je m'en rends surtout compte cette saison où je sais pas, c'est ressorti beaucoup plus cette saison, cette façon de fonctionner très différente entre des très jeunes, hein, je parle des gens qui ont plutôt 18-20 ans, des saisonniers qui ont 18-20 ans, et puis des managers qui ont à peu près 40-45 ans, où on sent qu'il y a une incompréhension sur le fonctionnement, en tout cas. Donc, c'était aussi pour ça que je voulais participer à ce webinaire. C'était aussi pour avoir un petit peu vos avis, parce que c'est en tout cas, c'est un sujet sur lequel moi, je vais beaucoup travailler. Après, nous, on travaille quand même là-dessus. On met en place des questionnaires pour comprendre un petit peu aussi le ressenti de nos saisonniers, comprendre comment ils ont vécu les choses. En termes de formation, alors on essaie de faire de moins en moins du très théorique et faire beaucoup de mise en situation, justement, ce qui colle un petit peu plus à votre discours et qui permet justement d'avoir ce droit à l'erreur vraiment dans le cadre d'une formation. C'est vraiment s'entraîner en mise en situation. Donc, on est beaucoup plus sur ces formations de début de saison, de mise en situation. On dédie des jours entiers justement pour ça avec mon coach. Hein, on est plus sur du coaching finalement que sur de la formation. Donc, on travaille là-dessus. Et puis après, on travaille aussi, je pense, qui est important sur notre marque employeur, beaucoup, et donc les avantages qu'on peut proposer aux salariés en général, mais on sait que les plus jeunes sont assez friands, en fait, finalement aussi de ces différents avantages qu'ils peuvent retrouver au travail. Parce que voilà, ils viennent pas que pour le travail non plus, ils viennent pour tout ce qu'il y a autour. Et donc, du coup, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, en tout cas. Donc, à la fois sur une marque vraiment employeur et une marque plutôt territoire à l'échelle de la planète. Ok. Merci Servane. Raphaël, le mot de la fin?
Je ne sais pas si ça va être le mot de la fin, mais déjà, merci pour ces 2 présentations qui étaient vraiment très éclairantes. Après, nous, c'est vrai l'Office du tourisme prend place dans une société d'économie mixte sur laquelle on a aussi 2 autres services, un bar bowling restaurant et un centre aquasportif. Donc, avec certains métiers plus tendus que d'autres. Sur les maîtres nageurs sauveteurs, c'est facile, par exemple, d'en trouver l'hiver parce qu'on leur propose une saison assez large. Par contre, l'été, on leur propose que 2 mois et en intérieur, là où on rentre directement en concurrence avec les stations balnéaires qui en proposent 4 en extérieur. Donc, on rame un peu de ce côté-là. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc, on essaye d'explorer d'autres voies, parmi lesquelles essayer d'attirer l'attention de certains professionnels saisonniers comme des moniteurs, monitrices de ski, ou même des pisteurs, sur la possibilité de se diversifier tout en restant au même endroit et d'avoir une autre activité l'été. Voilà. Alors, beaucoup sont déjà engagés sur de l'artisanat, sur de la charpente et ce genre de métiers qui sont très prenants chez nous et sur lesquels ils trouvent facilement des débouchés. Donc, pas toujours évident, mais voilà, on essaye d'élargir un peu le débat là-dessus. Et puis, juste un petit apport pour Nathan. Tu posais la question tout à l'heure. Tu évoquais la possibilité d'avoir des employés saisonniers pour les fidéliser, qui feraient une saison chez nous, par exemple d'hiver, et une saison d'été ailleurs. Nous, on est jumelés à Cancale, qui est une cité assez connue de Bretagne. C'est quelque chose qu'on a évoqué au tout début du jumelage, mais qu'on n'a jamais réussi réellement à mettre en place. Et plus ça va, plus j'y vois un gros bémol. C'est tout simplement l'élargissement de nos saisons, qui est une très bonne chose pour le tourisme en milieu de montagne. Nous, on a une saison d'été qui certes ne fait que 2 mois, qu'on essaie de pousser un petit peu de mi-juin à mi-septembre, mais ce n'est pas évident sur les ailes de saison. Mais par contre, c'est 2 mois qui sont pleins et entiers et qui demandent pas mal de personnel, largement autant que l'hiver. Et du coup, en fait, cette solution, nous, elle pose problème et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a jamais abouti. Parce que ces personnels saisonniers, on en a aussi besoin l'été, en plus de l'hiver. Donc, ça peut être quelque chose d'imaginable dans le sens leur proposer des switches comme ça, vraiment pour rendre nos métiers plus attractifs et nos destinations plus attractives. Et ça se heurte aussi à ce rythme où on est des destinations, on ne va pas dire 4 saisons, ça serait galvaudé, mais très ciblées hiver-été. Et quand je parle de Cancale, par exemple, eux ont besoin de leurs saisonniers sur les 4 mois d'été, voire même un petit peu plus. Donc, on se chevauche un petit peu là-dessus et c'est certainement pour ça que c'est difficile à mettre en place à l'heure actuelle. Mais voilà, encore une fois, il y a des choses à imaginer de ce côté-là qui peuvent être intéressantes et qui marchent bien. Et puis, une dernière réflexion, nous, l'une des grosses problématiques, mais sur laquelle il faut que notre monde évolue, je dirais, au niveau des offices du tourisme, là, cette fois-ci, plus à proprement parler, je trouve qu'il y a quand même, et je suis bien d'accord que le salaire n'est pas la seule motivation, mais on le voit quand même dans les études que c'est pas non plus rien du tout. Et pour notre structure, clairement, on a besoin d'évoluer parce que, à l'heure actuelle, sur cet aspect-là, malgré les autres choses qu'on met en place, malgré l'attractivité de ces métiers-là et tout ce qu'on essaye de mettre en avant là-dessus, on le sent, on le voit dans les négociations, on est court au niveau des salaires pour nos collaborateurs et collaboratrices, notamment les conseillers en séjour. Et par ce biais-là, on a du mal à attirer. Donc, on a beau revoir nos offres, on a beau y mettre des avantages, on a beau vanter les mérites de notre destination qui sont vraiment agréables et il y a moyen de faire autre chose que du travail, du moins d'allier l'utile à l'agréable. La notion de salaire arrive quand même assez rapidement sur table et là-dessus, on n'est pas au niveau, quoi. Enfin, pour ma part, j'estime qu'on n'est pas au niveau. Je suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a un problème, moi, j'ai pas de problème de recrutement et du coup, c'est pour ça que je disais que visiblement, le salaire n'était pas un problème. Mais il faut pas que mes équipes comparent avec les salaires de mes voisins, les remontées mécaniques. Faut surtout pas qu'ils fassent ça, parce que sinon, ils s'en vont en courant, surtout justement par rapport, visiblement, c'est un avantage d'être polyvalent, mais du coup, ils ont aussi plus de responsabilités. Je dis pas que dans d'autres métiers, il n'y a pas de responsabilité, mais je trouve que nos métiers, ils sont vraiment pas valorisés, ne serait-ce que les langues, ne serait-ce que
que la disponibilité, on doit être très réactif. Il y a des heures qu'on fait et qui ne sont pas non plus payées, hein, qui sont presque à 100% récupérées, qui se font en toute dernière minute par rapport à une chute de neige, par rapport à une animation, donc on en demande beaucoup. Et je suis assez d'accord avec vous que c'est pas très valorisé. Alors après, vous ne méprenez pas, on n'a pas dit que le salaire n'était pas important. On a dit qu'en fait, le salaire, oui, mais pas que. C'est-à-dire que même en étant un peu mieux payé, ça ne suffira pas à générer… c'est dans ce sens-là plutôt qu'il faut le voir, en fait. Hein. Donc, évidemment, hein, loin de nous, les dernières enquêtes d'ailleurs qui remontent, oui, laissent apparaître que le salaire arrive quand même en position assez importante, mais ça ne suffit pas, en fait. Donc, autant, c'est plutôt le gap par rapport aux générations d'avant, où on pouvait accepter de très, très bien gagner sa vie tout en faisant quelque chose qui n'était pas en adéquation avec ses propres valeurs. Aujourd'hui, on observe beaucoup moins ce phénomène-là. Autrement dit, des jeunes peuvent refuser même des postes qui sont très bien payés parce que c'est dans des secteurs d'activité qui ne sont pas considérés comme étant éthiques ou parce que, enfin. Donc, il y a… Le salaire est une… Alors, c'est pour ça que vous verrez dans mes références bibliographiques, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la théorie des 2 facteurs d'Herzberg, où le salaire fait partie, j'allais dire, du minimum syndical, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on considère que, voilà, le salaire, il faut qu'il soit là, mais après, ce n'est pas ça qui va déclencher, qui va servir d'interrupteur à l'investissement et au surcroît de motivation. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là pour bien clarifier en fait les choses. Bon, nous, on n'a pas évidemment de recette miracle. Je suis contente d'avoir des témoignages qui corroborent un peu ce que nous, on perçoit. On a des études en cours. Bon, celle de Nathan en est une. Celle qu'on mène avec Lyon 2, si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement, on se reverra sûrement avec Dominique. Là aussi, ça va être extrêmement intéressant puisqu'on étudie en fait… la notion de qualité de vie au travail dans des organisations qui sont autres que des organisations hiérarchiques telles qu'on les connaît. Donc, je pense qu'il y aura peut-être aussi des infos assez intéressantes à prendre. Notre idée n'est évidemment pas de donner des leçons aux uns et aux autres, juste d'irriguer, en fait, de faire passer des messages. Et puis, petit à petit, on pense que sur du temps long, il y a forcément des choses qui vont finir par rebondir, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on le perçoit en tout cas. Eh ben, merci beaucoup à tous de vos témoignages. Merci Nathan voilà, de cette présentation. On vous souhaite un beau parcours professionnel, un parcours d'études d'abord et surtout un grand merci à Sylvie. Je pense que ça a été très riche et dans le webinaire précédent aussi, on l'avait déjà vu. Il y a des choses qu'on perçoit, on dit c'est l'air du temps, mais de se les entendre dire, corroborées par des études, peut-être hiérarchie, avec des informations hiérarchisées aussi, je pense que c'est important et ça nous donne des vraies pistes de réflexion et j'espère aussi des vraies pistes pour vos métiers au quotidien. Donc voilà, on a passé un tout petit peu le temps. Si vous avez d'autres informations ou des résultats d'études à nous faire passer, c'est avec grand plaisir aussi qu'on les transmettra au réseau parce que je pense qu'entre l'université et notre terrain, il faut vraiment qu'on garde des passerelles et que l'un vienne alimenter l'autre et vraiment dans les deux sens, voilà, pour qu'on soit plus efficace dans nos métiers. Mais merci à tous. Et puis, bonne fin d'après-midi. Merci pour votre confiance, Dominique. Voilà, avec grand plaisir. Et voilà, juste un mot sur la suite donc, de notre programme de l'année. Donc, 30 et 31 mai, la formation trajectoire tourisme, optimiser ses processus de recrutement. Du 5 au 7 juin, la formation manager une équipe, les fondamentaux. Et ensuite, le 13 juin, le prochain webinaire sur l'engagement dans une démarche RSE d'un office de tourisme. Donc, j'espère que vous serez à nouveau parmi nous et sinon, les replays restent disponibles. Alors, bon après-midi à tous et à bientôt, j'espère. Bon après-midi, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.